le bienvenu à Point de vue. Quelles leçons tirées de la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal jusque-là et comment améliorer la dite gestion pour les années et décennies à venir? C'est la question à laquelle ou les questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos deux intervenants du jour. J'ai nommé Tadé Adjouma Seck, juriste spécialisé en gouvernance des industries extractives. Bonjour, Monsieur Seck. Bonjour. Je suis également avec M. Biram Sow, juriste conseiller responsable juridique de Petrosen Trading et Services. Bonjour M. Sow. Bonjour. Alors, nous avons entendu ce matin le responsable de la communication de Petrosen tenter d'apporter une réponse aux questions soulevées par Thierno Alassane Sall hier lors de l'émission de notre confrère Babacar Fall ce dimanche et à la suite de la cérémonie de dédicace de son livre intitulé Le protocole de l'Élysée. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter pour apporter des réponses, M. Sow, à la principale question soulevée, c'est-à-dire les faveurs qui ont été faites à Petrotim, beaucoup d'argent, des centaines de milliards qui auraient été d'une certaine manière pris par des sommes importantes qui ont été prises, pour ne pas utiliser un autre mot, par une chaîne de personnes qui sont intervenues dans ce dossier. Bonjour à tout le monde, je salue vos auditeurs. Bon, malheureusement, je n'ai pas lu le livre de Thierno Alassane Sall, mais quand même, j'ai eu à voir j'ai lu quelques feuilles dans la presse. Donc, quand Thierno nous dit aujourd'hui que le pétrole a été dilapidé, partagé avec les multinationales pour en faire, je ne dirais pas ce qu'ils veulent. Donc, en fait, c'est du gaspillage. Mais en fait, moi, je pense que peut-être que M. Sall, en écrivant son livre, il n'a pas fait référence au code pétrolier. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui au Sénégal donner des contrats ou bien attribuer des contrats à des multinationales ou bien à une quelconque société sans pour autant passer par le code pétrolier. Donc c'est le code pétrolier qui organise l'attribution des contrats pétroliers. Alors, comment on attribue les contrats pétroliers? Non, autrement dit, ce n'était pas le cas dans l'affaire Petrotim. Donc dans l'affaire Petrotim également, c'est le contrat pétrolier. Parce que c'est le code pétrolier. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a attribué le contrat pétrolier à Petrotim sans pour autant qu'on se conforme au code pétrolier. Parce qu'aujourd'hui, le code pétrolier a un contrat type qui est annexé au contrat, et c'est ce contrat aujourd'hui que les gens modifient et signent. Et c'est le même contrat qui a été repris par Petrotim et que Petrotim a signé, que l'État du Sénégal a signé et publié. S'il vous plaît, donc, on va s'arrêter sur ce point parce que la question ici n'est pas le régime sous lequel les contrats ont été attribués, code nouveau ou code ancien. Le problème, c'est qu'après avoir bénéficié d'un contrat d'exploration, enfin contrat de recherche et de partage de production, Petrotim a aussitôt après avoir consenti des investissements jugés ridicules, de 2 à 4 millions de dollars seulement, et même pas en exploration, mais en études sismiques, etc., a vendu ses parts et est parti avec des royalties, c'est-à-dire quand même il continue à bénéficier des productions qu'il y aura pendant des dizaines d'années. C'est ça le problème, c'est pas le code du pétrole ici. En fait, je disais tout à l'heure que le code pétrolier n'interdit pas la cession des parts. C'est le code même qui dit que la cession d'intérêts entre associés ou avec une tierce entité est une pratique. C'est-à-dire ça c'est même une pratique courante dans le secteur pétrolier amont. Donc si un des associés constituant le contractant veut faire une cession partielle totale de ses parts, donc elle a la possibilité de le faire. Maintenant, et je ne pense pas aujourd'hui que l'État du Sénégal, quand même, que l'État du Sénégal ne défende pas les intérêts du pays pour laisser Petrotim, comment dirais-je, faire la cession sans pour autant que l'État ne soit bénéficiaire. Vous inquiétez pas, M. Sow, je vous redonnerai la parole pour continuer votre développement sur le
code pétrolier, mais sur ce point précis, je voudrais entendre M. Tadé Adjoumasek. Est-ce que le problème, au fond, c'est le code pétrolier ou simplement la gestion, paternelle, en père de famille, des ressources que nous avons tous en commun? Est-ce que l'État n'aurait pas dû, en l'occurrence, exercer son droit de préemption et récupérer les 30% qui ont été cédés à très grand prix par Petrotim à l'époque? Ok, merci beaucoup. Je remercie M. Sow pour son intervention. Moi, je pense que le problème se situe à tous les niveaux, à ces deux niveaux au moins. Premièrement, est-ce que l'État ne pouvait pas exercer son droit de préemption? Comme nous le savons tous, l'État a effectivement ce droit qui est reconnu par le pétrolier, mais exercer son droit de préemption suppose que l'État a les moyens de le faire. N'oubliez pas que pour participer au développement, que ce soit au développement ou bien à la phase d'exploitation, les fonds à mobiliser sont énormes. Donc il s'agit avant tout d'une question financière sur laquelle l'État du Sénégal doit cogiter avant de prendre cette décision. Mais quoi qu'il en soit, nous savons tous que le principal problème autour de ce refus, tout le problème dans l'affaire Franck Timis, Timis Corporation, c'est le fondement de l'attribution de titres à Timis Corporation, à Timis. Nous savons tous que l'ancien code pétrolier exige bien entendu, avant l'attribution d'un quelconque permis, de vérifier si l'entreprise demanderesse a les moyens techniques et financiers. De ce point de vue, il nous semble généralement que pour le cas de Timis Corporation, cette disposition n'a pas été respectée puisque les autorités n'ont jamais apporté la preuve que Timis Corporation avait une expérience avérée et avait les moyens financiers. Cela s'est vérifié par le fait que juste après les découvertes, nous avons vu que l'entreprise a revendu tous les titres qu'il avait, ce qui est apparu comme de la spéculation sur des titres miniers. Comme le dit M. Sow, c'est une pratique qui est assez courante. Seulement, ce qui est peu courant, c'est de donner à une entreprise qui n'a aucune expérience pétrolière dans le monde des titres qui ont d'importantes valeurs tant financières que du point de vue de la ressource. Et je pense que c'est ce qui pose problème dans cette affaire. Donc c'est à la base un problème de loi parce que le code pétrolier exige des conditions financières et techniques sans autre précision, mais aussi c'est une question, disons, je dirais, politique, c'est une question économique, financière, parce que tout simplement, je pense que ce serait très difficile pour l'État de s'engager à exercer son droit de préemption. Très bien. Monsieur Biranso, vous évoquiez la question du code pétrolier. Quelles sont les avancées qui sont intervenues, qui nous garantissent que pour l'avenir, on n'aura pas ce type de problème, même si on n'a pas fini de parler de ce problème-là dans les années à venir, parce qu'il faut régler le problème quand même des royalties qui vont être versées pendant 40 ans à des gens qui n'ont rien investi et qui s'en sortent quand même avec des bénéfices exorbitants. Bon, en fait, je disais tout à l'heure que, comme disait M. Sec, je pense, M. Sec, par rapport aux capacités techniques et aux capacités financières, aujourd'hui, les gens qui disent que peut-être Petrotim n'a pas les capacités techniques, n'a pas les capacités financières, ils n'ont pas encore apporté la preuve que la société n'a pas les capacités techniques ni les capacités financières. Non, mais c'est à l'État qui a donné le contrat de prouver quand même que la compagnie avait de l'expérience. Personne ne connaît à Timis une expérience dans l'exploration pétrolière. C'est à l'État de prouver ça. Moi, je pense que l'État a déjà fait. L'État a déjà à plusieurs reprises expliqué que la société dispose quand même des capacités techniques et des capacités financières. Sinon, elle n'aurait pas bénéficié de ce contrat-là. Maintenant, par rapport au droit de préemption, je sais a été très clair. C'est-à-dire aujourd'hui que l'État du Sénégal, je ne pense pas que l'État quand même ait les moyens d'exercer son droit de préemption jusqu'à hauteur de 30% de parts. Parce que ça coûte excessivement cher. Ah oui, mais l'État emprunte sur les marchés financiers régionaux, internationaux pour lever des fonds pour ce genre de choses. Et même les banques prêtent à l'État pour des opérations. Je n'ai pas encore vu dans le cadre de mes recherches un État qui participe quand même à une recherche pétrolière. Je n'ai pas vu, j'ai fait beaucoup de recherches dans le secteur, mais je n'ai pas encore vu quand même un État qui a emprunté à des banques pour participer à des recherches pétrolières, parce que vu le risque quand même,
parce qu'on peut trouver, comme on peut ne pas trouver, on peut trouver, et si la quantité n'est pas suffisante pour rembourser les frais et autres. Donc, je n'ai pas encore vu un État quand même prendre ce risque-là. Alors, maintenant, par rapport à votre question, aujourd'hui, l'État du Sénégal, quand même, a pris d'importantes mesures pour quand même pour que la chose soit transparente. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'ITIE, nous avons aujourd'hui le poste pétrogaz qui va aider le président de la République, parce que quand même, il faut le rappeler, c'est le président de la République qui signe des décrets d'approbation des contrats pétroliers. Donc, aujourd'hui, et ça, c'est pas nouveau, hein, sous l'ancien régime, voilà, c'était la même chose. C'était le code pétrolier de 98 déjà qui l'avait prévu. Il avait dit que les codes, que le contrat sont validés par décret présidentiel. Alors, et jusqu'à présent, ça a été repris par le nouveau code. Donc, nous avons le code pétrogaz qui va aider le président, qui va l'orienter sur certaines choses avant la prise de décision. Nous avons également le code pétrolier qui a été modifié, et sensiblement d'ailleurs, qui a été très bien modifié. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal a beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'il faut qu'on comprenne que le Sénégal, avant les découvertes, et le Sénégal après découverte, donc c'est un peu différent. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le code a été changé, et aujourd'hui, on parle d'appel d'offres dans le nouveau code pétrolier. Justement, à ce sujet, en fin d'année dernière, l'appel d'offres a été lancé pour 12 nouveaux blocs au nord et au sud du pays. La première phase de la procédure avait été lancée notamment avec des roadshows qui devaient commencer par l'Afrique du Sud et se terminer par les États-Unis en passant par l'Australie. Et évidemment, le Covid-19 est passé par là, et la deuxième phase, c'était l'attribution, en tout cas l'ouverture de la procédure pour que les compagnies intéressées puissent acheter les données sismiques et avant même le dossier d'appel d'offres et les données sismiques. Où est-ce qu'on en est et quelles sont les garanties que vous avez prises pour que la procédure aboutisse comme prévu? Bon, je suis désolé, mais je ne peux pas m'exprimer sur cette question parce que je ne suis pas au ministère, je ne suis pas également au niveau de Petrosen Holding. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le code pétrolier actuel a encadré et a prévu quand même que des appels d'offres soient faits sur l'ensemble des blocs qui restent pour le Sénégal. Et je suis sûr et certain, et je suis convaincu que ça se fera dans la transparence, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les ministres lancer ces procédures-là au niveau de Dakar et également au niveau de l'Afrique du Sud. Et on a vu quand même que beaucoup de compagnies internationales se sont engagées à venir soutenir le Sénégal, à venir travailler avec le Sénégal, parce qu'on a vu que le Sénégal, quand même, malgré, bien que le Covid nous a posé beaucoup de difficultés, mais on sait quand même que le Sénégal, c'est un pays stable, c'est un pays où vraiment les textes, les lois et les règlements sont respectés. Donc il y a en fait une sécurité juridique. Donc toutes ces choses-là, ces compagnies pétrolières sont quand même disposées à venir au Sénégal. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du ministère, que leurs propositions sont en train d'être étudiées. Donc peut-être dans les jours, mois à venir, on va avoir les résultats. 12 blocs. Alors, une dernière question, puisqu'on doit se quitter avant que je ne donne la dernière parole à Tadé Adjoumasek. Une dernière question sur l'avenir. Vous êtes, je le rappelle, responsable juridique à Petrosen Trading et Services. Qui parle de trading et de services, parle de commercialisation peut-être, etc. Mais parlons de l'attractivité du Sénégal en tant que producteur de pétrole, mais surtout de gaz pour l'avenir, vu la chute des prix, la corrélation qu'il y a entre le prix du pétrole et le prix du gaz. Est-ce que les compagnies vont continuer à s'intéresser au Sénégal et à nos ressources avec autant d'appétit qu'il y a quelques années quand le prix était encore rémunérateur? Oui, bon, le Sénégal quand même va beaucoup, en fait, le Sénégal est attractif. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons aussi un régime juridique, vraiment, il y a la sécurité juridique. Mais au plan économique et financier, c'est-à-dire c'est la rentabilité financière, est-ce que les modèles qui étaient prévus par les multinationales quand elles s'intéressaient au Sénégal restent les mêmes? Est-ce que les projections restent positives puisque BP, par exemple, a changé de stratégie et va se concentrer sur les énergies renouvelables, même si les actifs que la compagnie possède, y compris au Sénégal, vont être maintenus? Oui, bon, je pense que ça sera maintenu.
Parce Oui, que oui, ils le disent très clairement. Ils vont maintenir en attendant, mais ils vont se concentrer sur les énergies oui, en renouvelables. fait, c'est pas seulement BP, il y a même Total. Total Ah, qui est déjà exactement, dans ce exactement. domaine depuis plusieurs années. Donc, Total est déjà dans les énergies renouvelables. Donc, ça, c'est depuis, je pense, les COP 21 et autres. Donc, maintenant, les gens sont les Donc, vous ne compagnies craignez pétrolières. pas pour l'avenir, le Sénégal Non, continuera à être je très crains bien. pas vraiment, je crains Parfait. pas parce qu'aujourd'hui, nous avons le gaz. Le gaz, quand même, c'est énergie propre. Donc, oui, vraiment, il n'y a pas de souci, Très bien. de problème. Maintenant, je voulais intervenir un petit peu par rapport au truc de Thierno Alassane, parce que moi, je me rappelle très bien, il y a quelques années, Thierno Alassane nous disait que l'État du Sénégal serait quand même un grand bénéficiaire de ces, comment dirais-je, de ressources pétrolières, parce qu'il nous avait dit même dans une rencontre que le Sénégal aurait peut-être 58 000 kilomètres de route, plus de 300 hôpitaux, 20 hôpitaux. En fait, c'est lui-même qui avait fait la présentation du contrat de Petro-Tim, donc qui nous avait donné même le courage aujourd'hui de défendre ce contrat, parce que c'est lui qui nous avait dit ce contrat est un excellent contrat. Maintenant, si aujourd'hui il nous dit autre chose, donc finalement, on ne comprend pas. Donc c'est pourquoi je dis que moi, personnellement, je pense que son livre ne mérite même pas réponse C'est la technique. partie politique et subjective Voilà, ça mérite réponse de ce débat. politique, Très bien. Voilà. Malheureusement, c'est pas l'objet principal, Voilà. mais c'est bien noté. Dernier tour de parole à Tadé Adjoumasek, juriste spécialisé en gouvernance des industries extractives. Pour l'avenir, quelles sont vos préconisations pour que les ressources soient mieux gérées au plan juridique, bien naturellement, mais sur les autres aspects également, d'après vous? En ce qui concerne la problématique dont on est en train de discuter, nous savons tous qu'il y a une amélioration, je dirais, sensible avec le nouveau code pétrolier qui prévoit désormais le processus d'appel d'offres pour ce qui concerne l'attribution des titres miniers ou des permis. De façon globale, nous pensons que c'est une avancée qui est majeure. Ça va permettre une plus grande transparence. Et je pense que même quand vous allez sur le site de l'ITIE qui est actuellement en construction, vous trouvez... Ah non, il est actif, hein, il est très actif et les données sont mises à jour. Donc, vous trouverez les termes de référence de l'appel d'offres et vous pourrez consulter les conditions qui sont exigées, tant du point de vue technique que financier. Donc, je pense que c'est une avancée majeure, mais je pense qu'il y a des améliorations qui sont nécessaires parce que lorsque vous parcourez le code pétrolier ou bien la législation pétrolière de façon générale, on se rend compte que c'est un secteur qui est hautement présidentialisé. Toutes les décisions émanent de l'exécutif et il y a très peu de contre-pouvoir dans la chaîne de décision pétrolière. Cela constitue un véritable problème parce que quand tous les pouvoirs sont regroupés entre les mains d'une seule autorité, cela peut donner lieu à des abus. Donc je pense qu'une amélioration qui serait significative, c'est une implication, je ne sais pas, peut-être de l'Assemblée nationale ou en tout cas d'autres acteurs qui pourraient jouer un rôle de contre-pouvoir dans le processus d'attribution des titres. Voilà. Très bien. Donc rien n'exclut par exemple que les contrats pétroliers soient in fine validés par l'Assemblée nationale. En théorie, rien ne l'exclut, d'autant plus que notre constitution consacre le principe de l'appartenance des ressources naturelles au peuple. Je pense qu'il serait très cohérent que le peuple, à travers ses représentants légitimes, puisse être intégré dans la chaîne de décision pétrolière.